Une enquête sur une mort suspecte est en cours après une découverte macabre sur les rives du lac Michigan. Une jambe coupée a été découverte au parc Warnemont de Cudahy. Hannah Hilliard de 12 minutes est sur les lieux actuellement. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle exploration d'une des affaires les plus troublantes de Milwaukee, dans le Wisconsin. C'est une affaire qui va vous donner la chair de poule. C'est une affaire qui nous montre à quel point le monde des rencontres en ligne peut être dangereux. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu la vie bien trop tôt et de façon bien trop brutale. Accrochez-vous, ça ne va pas être facile. Nous sommes le 2 avril 2024 et deux amis font ce qu'ils pensent être une promenade paisible en soirée le long des rives de Cudahy, dans le Wisconsin, près du parc Warnemont. À première vue, cela ressemblait à du bois flotté. Vous savez, sur les grands lacs, toutes sortes de débris s'échouent sur la rive. Des branches, des troncs, des morceaux de vieux bateaux, des objets abandonnés qui flottent là depuis on ne sait combien de temps. Rien d'inhabituel, mais quelque chose dans ce morceau en particulier semblait anormal. La forme ou la couleur en est peut-être la cause. Peut-être que c'est l'instinct qui leur disait que quelque chose n'allait pas. Alors ils s'approchent. Et à ce moment-là, exactement à 17h29 le 2 avril, ils réalisent qu'ils ne regardaient pas du bois flotter du tout. C'était une jambe humaine. Une vraie jambe humaine, sectionnée, posée là sur la plage comme une pièce à conviction grotesque sortie d'un film d'horreur. Mais ce n'était pas un film, les amis. C'est la vraie vie. Et cette découverte est sur le point de lancer l'une des enquêtes criminelles les plus troublantes de Milwaukee de ces dernières années. En quelques minutes, la rive est maintenant envahie par les forces de l'ordre, la police du département de Cudahy, les agents du bureau du shérif du comté de Milwaukee. Tout le monde se précipite pour sécuriser ce qui est soudainement devenu une scène de crime. Au 5400 South Lake Drive, la jambe a été découverte aux 2/3 d'une falaise abrupte de 30 mètres, juste au bord de l'eau. C'est une jambe droite, appartenant à une femme noire, sectionnée proprement juste en dessous de l'articulation de la hanche. Les ongles des orteils sont peints en rose, un petit détail déchirant qui vous rappelle que cela appartenait à une vraie personne. Mais il y avait une caractéristique remarquable. La chair était encore intacte avec peu ou pas de signes de décomposition, ce qui signifie que c'était frais, très frais. On parle de quelques heures, pas de plusieurs jours. Les coupures étaient nettes, tranchantes et précises. Le fémur avait été partiellement scié, ce qui suggère que quelqu'un a utilisé un outil tranchant avec une précision chirurgicale. Ce n'était ni un accident ni une attaque d'animal. C'était intentionnel. Le député Léon Martin interroge l'un des témoins. D'accord, Evan, depuis combien de temps étiez-vous ici? Environ... Probablement une heure. Une heure? Ouais, d'accord. Tu l'as vu passer? Ouais. Ouais? C'est la première fois que tu vois quelque chose ici? Ouais. C'est la première fois que tu vois ça? Ouais, d'accord. J'arrive, d'accord, Evan? Reste tranquille, ne bouge pas, ok? Cependant, ces déclarations n'ont pas permis d'avancer dans l'affaire. Non, cela viendrait des images de vidéosurveillance à proximité du lycée Cudahy. Les images montraient quelqu'un au parc Warnemont dans les premières heures du 2 avril. À 2h53 du matin, un véhicule entre dans le parc. Le véhicule défonce un portail verrouillé comme s'il était fait de papier. Les débris trouvés sur place correspondent à une Honda Civic. Donc maintenant, on sait quel type de voiture on recherche. À 3h02 du matin, une silhouette sombre apparaît à la caméra, descendant la falaise vers le lac. Pendant l'heure et demie qui suit, cette silhouette fait des allers-retours entre le rivage et la route de la station de pompage voisine. Que faisait-il pendant 90 minutes au milieu de la nuit près d'un lac? Quel genre de travail prend autant de temps dans l'obscurité totale? À 4h31 du matin, le véhicule quitte le parc. Quoi qu'il se soit passé pendant ces 90 minutes, cela s'est terminé par une jambe humaine retrouvée sur le rivage quelques heures plus tard. Le docteur Lauren Decker, le médecin légiste, examine leur reste. D'après la taille de la jambe, elle estime que la victime mesurait environ 1,50 m. Les multiples traces de scie trouvées sur l'os confirment davantage qu'il s'agissait d'un démembrement intentionnel. Donc, nous avons une jambe droite sectionnée appartenant à une femme noire de petite taille, un véhicule suspect qui est entré dans le parc au milieu de la nuit, une silhouette mystérieuse capturée par la caméra et des preuves de démembrement délibéré.
Mais nous ne savons toujours pas exactement à qui appartient cette jambe. La réponse arrive plus vite qu'imaginé. Quelques heures seulement avant la découverte de la jambe, à 7h32 du matin, le 2 avril, les pompiers de Milwaukee se précipitent vers une voiture en feu dans le nord de la ville. À leur arrivée, les flammes ont tout consumé. Mais il y a encore assez d'éléments pour identifier le propriétaire du véhicule. Le véhicule est une Honda Civic 2020, plaque du Wisconsin ASP 1171. Et il se trouve que c'est la même voiture qui a défoncé les grilles du parc Warnemont quelques heures plus tôt. Et la propriétaire de cette voiture, une étudiante de 19 ans nommée Sadé Robinson. Et ce soir-là, à 21h, Sadé est officiellement signalée disparue par une amie identifiée seulement sous le nom de AJ. L'amie se rend au district 5 de la police de Milwaukee après avoir essayé en vain de joindre Sadé toute la journée. Sadé n'a pas répondu à son téléphone, elle ne s'est pas présentée au travail et elle n'a pas répondu aux messages. Pour quelqu'un de réputé fiable, cela ne lui ressemble pas du tout. Les enquêteurs scrutent aussitôt les réseaux sociaux de Sadé en quête de réponse. Son dernier emplacement connu, Dukes on Water, un bar très populaire. Elle a publié un Snapchat là-bas dans la nuit du 1er avril. Le 3 avril, l'officier Norla Burlow effectue une vérification de bien-être à l'appartement de Sad, unité 309. Personne ne répond. Aucun signe de Sad. Mais le personnel de l'immeuble dit quelque chose d'intéressant à la police. Saïd était excitée à l'idée d'un premier rendez-vous qu'elle avait ce soir-là. Elle l'attendait avec impatience, comme quiconque serait excité de rencontrer une nouvelle personne. Ce même matin, Sad avait passé un appel vidéo à sa mère avant de partir travailler chez Pizza Shuttle. Ce serait la dernière fois que sa mère verrait Sad vivante. Elle a été vue pour la dernière fois en manteau noir matelassé, chemise blanche, jean bleu clair déchiré et chaussures blanches. Juste une tenue normale pour une journée normale qui allait s'avérer tout sauf normale. Pour reconstituer ces dernières heures, les enquêteurs se sont tournés vers la seule chose du monde numérique sur laquelle nous sommes toujours présents. Nos téléphones ? Et enfouis dans les données, les historiques d'appels, les localisations système de positionnement global et les messages textes, une conversation ressort comme un panneau lumineux. C'est le numéro avec lequel Sadé avait échangé des messages peu avant sa disparition. 262-416-4874. 262-416-4874. Ce serait l'indice ultime pour cette affaire. L'échange commence à 16h15 et se termine juste après 17h18 le 1er avril. Lire ces messages, c'est comme regarder la préparation d'un premier rendez-vous. Le genre de conversation qui a lieu des milliers de fois chaque jour à travers le pays. Mais cette conversation allait être la dernière de Sad. Sad demande « Où se retrouve-t-on? Je peux à 5 heures. » Le numéro répond « Quelque part au centre-ville. » La maison de fraternité sur la 3e. Sad, parfait. Le numéro, d'accord, je vais prendre une douche rapidement. J'arriverai probablement plutôt vers 5h15. Tu as faim, je dois passer au Twisted Fisherman chercher mon Jollibee 2 de l'an dernier. On pourrait manger là-bas d'abord. Sad répond, d'accord, et oui. On mange au Brat House ou à l'autre endroit? Allons manger chez Twisted, dit le numéro. J'ai envie de fruits de mer. Sad, oui. J'adore les fruits de mer. Ça marche, je suis sur le point de partir. J'arrive bientôt. Le numéro confirme leur arrivée à Twisted. Sad demande s'ils sont à l'intérieur. Il confirme. Et c'est tout. C'est la dernière conversation connue depuis le téléphone de Said Robinson. Le détective Van der Twee vérifie ce numéro dans les bases de données des forces de l'ordre. Le nom revient rapidement. Maxwell S. Anderson. Le même homme que Sad était ravi de rencontrer pour un premier rendez-vous. L'homme avec qui elle échangeait des messages sur les fruits de mer et leur projet de dîner. L'homme qui était censé n'être qu'un autre chapitre dans sa jeune vie. Au lieu de cela, il se pourrait qu'il ait été celui qui y a mis fin. Mais pour comprendre précisément les événements du 1er avril, les enquêteurs nécessiteraient davantage que de simples services de messagerie courte. Ils devaient reconstituer la scène de la vraie rencontre. Ils requéraient des images de vidéosurveillance. Le détective John Gilead du bureau du shérif du comté de Milwaukee examine les vidéos du Twisted Fisherman. Cela confirme non seulement les services de messagerie courte, mais aussi les déplacements du jour. À 17h09, Maxwell Anderson entre dans le Twisted Fisherman par l'ouest. Son visage est clairement capturé par la caméra extérieure.
Il ressemble à n'importe quel autre client venant dîner. À 17h20, Sadie Robinson arrive de l'Est et se dirige vers le bar. Elle s'assoit à ses côtés, vêtue d'un manteau noir matelassé, d'une chemise blanche, d'un jean bleu clair déchiré et de chaussures blanches. Elle a l'air heureuse, peut-être un peu nerveuse, comme n'importe qui le serait lors d'un premier rendez-vous. Pendant l'heure et quart suivante, de 17h09 à 18h24, on les voit manger, boire et discuter. Pour quiconque les observe, ils ressemblent exactement à ce qu'ils sont, deux jeunes gens lors d'un premier rendez-vous. À 18h24, ils partent ensemble, se dirigeant vers l'est, dans la même direction d'où Sad était venu. Aucune caméra sur le parking, mais on les aperçoit partir ensemble. Sad est vue en train de sortir du restaurant, volontairement, avec un homme qu'elle vient de rencontrer. Malheureusement, elle n'a aucune idée qu'elle marche vers sa propre mort. L'application Life360 sur le téléphone de Sad révélait sa position qu'elle partageait avec ses proches. Il se trouve que, le 3 avril, un ami nommé ASF regarde les informations à propos d'une femme disparue. Quelque chose dans cette histoire lui semble familier, alors elle ouvre Life360 pour vérifier où se trouve Sad. C'est à ce moment-là qu'elle l'a découvert. C'était probablement Sad. La dernière localisation connue de Sad, le parc Warnemont, à 4h33 du matin le 2 avril. Le même parc où la jambe sectionnée a été retrouvée, chronologie complète de Life 360. Cela montrait qu'après avoir quitté le restaurant, ils se sont rendus à Dukes on the Water. Et puis, de 19h04 à 21h06, ils sont restés immobiles à Dukes on the Water, 2 heures dans ce bar. De 21h06 à 21h28, ils se sont rendus à la résidence d'Anderson. De 21h28 à 0h48, ils sont restés immobiles au domicile d'Anderson plus de 3 heures. Puis, de 00h48 à 01h38, ils se sont rendus au parc Pleasant Valley, où ils sont restés immobiles de 01h38 à 02h01. 23 minutes immobiles dans ce parc pendant la nuit. Et de 02h01 à 02h53, ils se sont rendus au parc Warnemont, où ils sont restés immobiles et où la jambe a été retrouvée plus tard, lorsque la batterie du téléphone s'est déchargée. Il est difficile de déterminer exactement quand Sadie était en vie et quand elle est décédée, mais il est probable que le téléphone soit resté avec elle tout le temps jusqu'à ce que la batterie s'épuise. Le 4 avril, la police perquisitionne le domicile de Maxwell Anderson. À l'intérieur, ils trouvent des colis et du courrier confirmant qu'il vivait là. Mais ils trouvent aussi quelque chose de bien plus sinistre. Des preuves, des taches rouges sur la literie dans l'une des chambres. Des taches rouges sur les murs menant au sous-sol. Des taches rouges dans le garage. Et des bidons d'essence. Du genre que tu pourrais utiliser pour brûler une voiture. Selon les rapports, les agents ont également découvert ce qu'ils décrivent comme un donjon sexuel avec une balançoire, des attaches et des menottes. Le genre d'installation qui suggère que Maxwell Anderson avait des intérêts très sombres. Les enquêteurs ont passé au crible les images de vidéosurveillance près de l'endroit où la voiture de Sadie a été retrouvée, et là, on voyait un homme correspondant à la carrure d'Anderson marcher près de l'avenue Lisbon, sa Honda en feu visible à l'arrière-plan. Après avoir incendié le véhicule, il est monté tranquillement dans un bus, laissant les flammes derrière lui. En essayant de reconstituer ce qui s'est passé dans l'appartement de Maxwell, ils ont découvert qu'ils avaient tous les deux regardé Love, Death and Robots sur Netflix. Dans le dernier épisode de la saison 2, on voit un cadavre démembré s'échouer sur une plage. Était-ce une coïncidence ou Maxwell Anderson avait-il déjà prévu ce qu'il allait faire et s'est-il inspiré de cette série? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Les enquêteurs ont également retrouvé des photos sur le téléphone de Maxwell montrant une femme allongée face contre le canapé chez lui, portant le même pull crème que Shadi portait lorsqu'elle a disparu. Sur la photo, on voit une main agrippant le sein nu de la femme. Il est à noter que le torse retrouvé de Shadi était dépourvu de son sein droit. Cependant, les taches rouges identifiées chez Maxwell n'étaient pas liées à Shadi. À 13h16, le 4 avril, Maxwell Anderson est arrêté lors d'un contrôle routier près de la 38e rue et de Lakefield Drive, à quelques pâtés de maison de chez lui. Il est placé en garde à vue sans incident. Des jours après la découverte de la jambe droite de Sad, d'autres parties du corps furent retrouvées. Le 6 avril, un pied humain et des tissus sont retrouvés près des voies ferrées.
Maxwell Anderson n'a pas seulement tué Saad, il a dispersé ses restes dans toute la ville comme des ordures. Le 9 avril 2024, Maxwell Steven Anderson comparaît pour la première fois devant le tribunal. Un juge ordonne qu'il soit détenu pendant 72 heures supplémentaires pendant qu'ils attendent les résultats acides désoxyribonucléiques pour confirmer ce que tout le monde sait déjà. La famille de Saad Robinson est accablée de chagrin, mais elle refuse de rester les bras croisés et de laisser tout le monde enquêter. Alors ils se rendent eux-mêmes au parc Warnemont et, ce même jour, ils découvrent ce qui ressemblait à un os humain. Même dans leur chagrin, ils se battaient pour Saad et s'assuraient qu'elle soit ramenée à la maison, même s'il s'agit de plusieurs parties du corps. Le 12 avril, Anderson est officiellement inculpé de meurtre avec préméditation au premier degré, de mutilation de cadavres et d'incendie criminel. Il a été détenu sous une caution de 5 millions et a plaidé non coupable. Entre le 18 avril, lorsque d'autres parties du corps ont été retrouvées le long du rivage du lac Michigan à South Milwaukee, et le 11 mai, un véhicule pour enfants a été découvert à Waukegan, dans l'Illinois, à plus de 64 km au sud. D'autres restes humains ont refait surface. Le 19 mai 2024, le Milwaukee Area Technical College organise sa cérémonie de remise des diplômes. Parmi les diplômés se trouve Sadé Robinson, qui reçoit à titre posthume son diplôme en justice pénale. Sa famille accepte son diplôme en son nom. Elle n'avait que 19 ans et elle devait obtenir son diplôme quelques jours après son 20e anniversaire. Elle était censée faire carrière dans la lutte contre le crime, pas en devenir une victime. L'ironie est déchirante. La famille de Sadé poursuit également en justice les deux bars qu'elle a fréquentés, Twisted Fisherman et Dukes on Water. Sadé étant mineure, elle n'aurait pas dû être servie d'alcool. C'est illégal aux États-Unis. Et sa famille dit que cela l'a rendue plus vulnérable. Le 27 mai 2025, la sélection du jury débute pour le procès de Maxwell Anderson. Le 6 juin 2025, le jury rend son verdict. Il n'a fallu que 36 minutes au jury pour le déclarer coupable sur tous les chefs d'accusation. Homicide volontaire au premier degré, mutilation d'un cadavre, incendie criminel et dissimulation d'un cadavre, une accusation ajoutée pendant le procès. Le 1er août 2025, Anderson a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Maxwell Anderson passera le reste de sa vie en prison sans jamais pouvoir faire de mal à une autre personne innocente. Je suis la mère de Saad. J'ai élevé mes filles. Nous sommes des travailleurs de lumière, des personnes très angéliques. Pour que nous soyons même ici, je vais devoir demander. Je voulais passer avant ma fille parce que j'ai besoin qu'elle soit protégée de cette lourde énergie démoniaque qui reste dans cette salle d'audience, ce démon. Et toute sa famille démoniaque dans cette salle d'audience, c'est tellement lourd que je n'arrive même pas à parler. Mais votre honneur, je demande que tout le monde dans cette salle d'audience soit protégé par la lumière blanche contre ce démon qui est assis à côté de ma fille. T'as appelé un homme, tu ne seras jamais un putain d'homme, tu n'es qu'une petite merde. Mademoiselle, veuillez m'adresser vos commentaires directement, je vous prie. Je voudrais commencer par dire que, du fond du cœur, j'adresse mes condoléances les plus profondes et sincères à la famille de Sadé, ainsi qu'à toutes les personnes touchées par cette tragédie. Cela étant dit, votre honneur, j'ai porté cette affaire devant les tribunaux sans jamais essayer de conclure un accord de plaidoyer, car je n'ai pas commis ces crimes. Ainsi, j'ai l'intention de faire appel de mes condamnations, tout en espérant et en priant pour que de nouvelles enquêtes prouvent non seulement mon innocence, mais permettent aussi de trouver et de rendre la véritable justice. Maxwell Anderson clame son innocence. Malgré le soutien de certains, les preuves circonstancielles à son encontre sont accablantes. Son ex-petite amie a conduit la police à son endroit secret, la même rive où la jambe de Shadi Robinson a été retrouvée. Et quelques semaines seulement avant sa mort, Maxwell aurait déclaré à quelqu'un qu'il prévoyait de tuer et de démembrer quelqu'un.
Le motif exact restait flou, mais Maxwell luttait depuis un certain temps avec des pensées violentes. Maxwell Stephen Anderson, né en 1990, avait un long passé documenté de violence, d'instabilité et de démêlés avec la justice. Son casier datait d'il y a 10 ans. Troubles à l'ordre public, dégradation criminelle de biens, intimidation de témoins, coups et blessures, et 2 conduites en état d'ivresse. En 2020, il a acheté un duplex sur la 39e rue Sud, au même endroit où Chadi a été vu vivant pour la dernière fois. Dans la nuit du 1er avril, quelque chose a changé en lui et il a ôté la vie à Chadi, probablement par strangulation ou par arme blanche, car des blessures de pénétration ont été trouvées sur le torse, même si personne ne le sait avec certitude. Ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que Maxwell est allé jusqu'au bout, même en sachant que l'emplacement de Chadi pouvait être retrouvé. On peut se demander ce qui l'a poussé à commettre un acte aussi irréversible. Chadi Robinson n'était pas seulement une victime. Elle était une battante, une survivante et un symbole d'espoir. À seulement 19 ans, elle jonglait avec 2 emplois et poursuivait un diplôme en justice pénale, déterminée à construire un avenir meilleur malgré un passé de difficultés et de maltraitance. Sa force, sa résilience et son esprit inspiraient tous ceux qui la connaissaient. Sa vie a été volée par Maxwell Stephen Anderson. Mais l'histoire de Sadé n'était pas une fin tragique. Elle a inspiré un mouvement. Milwaukee s'est rassemblé pour se souvenir d'elle à travers des veillées, des mémoriaux, des collectes de fonds et la création de la fondation La Voix de Sadé. Son héritage alimente désormais une mission visant à protéger et à valoriser les filles noires et métisses, garantissant que sa force et sa voix perdurent bien au-delà de ces années. Sadé construisait une vie qui valait la peine d'être défendue, une injustice et un souvenir que la vie perdure.